et merci les organisateurs de nous avoir conviés à faire ce premier bilan, donc vraiment très, très général sur cette mise en œuvre de la stratégie vaccinale contre l'influenza aviaire hautement pathogène. Donc on va le faire à double voix avec Jocelyn. Donc tout d'abord, juste quelques contextes, alors je vais aller rapidement pour essayer de ne pas perdre trop de temps non plus. Le contexte de l'influenza aviaire hautement pathogène dans le monde d'abord. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu en effet plusieurs épisodes aussi d'influenza aviaire hautement pathogène, dû à des virus qui viennent d'une lignée qu'on appelle Aedes Guandong depuis au moins 2021 pour ce qui concerne, fin 2020 pour ce qui concerne l'Europe. Ici, vous avez une situation, c'était sur l'année 2022-2023, ce qui montre l'expansion au niveau mondial de ce virus, en tout cas de clade de 344B, H5N1 depuis 2021. Et donc une forte circulation de ces virus chez les oiseaux sauvages, mais également chez les oiseaux domestiques qui ont été fortement impactés par ces infections, avec des mortalités également massives chez les mammifères, notamment en Amérique du Sud ces derniers temps. Donc ce qu'on constate aussi actuellement, c'est que même si en Europe la situation est plus favorable cet hiver, ce virus a atteint l'Antarctique et menace aussi la biodiversité sur ce continent. Donc si on revient, on fait un focus sur l'Europe, donc on a eu en effet, si on revient, alors c'est peut-être un peu petit, mais depuis 2016, on a eu une augmentation du nombre d'épisodes aussi des virus de ce clade de 344B, avec une augmentation, et c'est ce que vous voyez sur la gauche, que ce soit en haut chez les oiseaux sauvages ou en bas pour les foyers en élevage domestique, avec une augmentation et surtout un rapprochement des épizooties, avec ces 3 dernières années, tous les ans une épizootie, et avec aussi un nombre de cas avant ça concernait la période hivernale, et on voit bien que ces dernières années il n'y a pas eu d'interruption, en tout cas au moins sur le côté en avifaune sauvage en termes de mortalité. Et si on regarde sur votre droite, vous avez les espèces qui peuvent être concernées avec le plus de mortalité, donc que ce soit en faune sauvage en haut ou en élevage sur le bas. Et vous voyez qu'il y a du bleu-ciel qui est largement majoritaire jusqu'en 2022. Et donc ce sont les anatidés, les canards, les oies, donc qui sont réservoirs de ces virus influenza aviaire. Et on a eu aussi d'autres mortalités massives chez d'autres oiseaux sauvages, et ce que vous voyez en vert, et là ce sont plutôt les oiseaux marins, donc avec des mortalités massives chez les footbassans, mais aussi chez les laridés, goélands, sternes, mouettes, donc qui ont été impactés depuis 2022. Donc en élevage, donc c'est le même constat, donc c'est la majorité des foyers en élevage de canards et surtout en France. Donc, pour le cas de la France, c'est un peu ça. Cette première introduction de la lignée Aedes Guandong date de 2006 en France, mais à ce moment-là, même si on était très préoccupé par l'expansion, on avait eu un seul élevage de dindes qui avait été infecté. Ensuite, on a eu en épisode aussi, mais là c'était un virus qui a muté en France pour devenir hautement pathogène, donc on va dire qui n'appartient pas à cette lignée, donc qui avait fait en 2015-2016. Et ensuite, on a commencé à être impacté par des virus de cette même ligne, de la lignée Aedes Guandong, de clade de 344. Et donc 2016-2017 pour le premier, avec 484 foyers. 2020-2021, 492 foyers. Et on augmente encore, avec aussi une augmentation du nombre d'animaux qui ont été abattus. Et avec le maximum qui était pour l'année 2021-2022, et avec une réduction quand même pour l'année dernière. Et on refera un petit bilan sur l'actualité, où est-ce qu'on en est, et avec 10 foyers, en tout cas pour l'instant, pour cet hiver.
Donc le contexte a évolué. Avant, on n'avait pas le droit de vacciner contre l'influenza aviaire hautement pathogène. La réglementation a évolué au niveau européen, mais au niveau international aussi. Donc l'Europe, dans son acte délégué de 2023-361, a autorisé l'utilisation de la vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène. L'Organisation mondiale de la santé animale également. Donc ce qui a permis quand même justement d'envisager ce moyen de maîtrise supplémentaire pour limiter la diffusion de ces virus qui se propagent très très rapidement. Donc, quels sont les avantages qu'on peut envisager justement pour les enjeux de cette vaccination? D'éviter ce qu'on va dire les dérapages épisodiques comme on a pu avoir en France, c'est-à-dire avoir moins de foyers à gérer avec une protection clinique quand même. Il faut forcément, normalement, si les vaccins sont efficaces, avoir une dose virale plus importante pour pouvoir infecter des animaux qui sont vaccinés. Et on a aussi, normalement, si les vaccins sont efficaces, une quantité de virus qui est excrétée qui est moindre sur des animaux vaccinés, même s'ils venaient à être infectés. Donc ça permet aussi, un des enjeux qui est en lien avec cette vaccination, c'est d'éviter l'émergence d'un virus qui s'adapterait aux mammifères avec une moindre circulation des virus dans différents soit en volaille domestique, dans différents compartiments, volailles domestiques ou animaux sauvages, donc avec moins de foyers, moins de virus, et donc potentiellement, si moins de circulation, moins de possibilités que le virus mute et acquiert un pouvoir zoonotique. Et malgré quand même ces enjeux qu'on souhaiterait pour la vaccination, c'est de garder la confiance des partenaires commerciaux, c'est-à-dire d'apporter les preuves de la maîtrise de la vaccination, avec où on se dit qu'en effet, on n'a pas forcément d'infection qui n'est pas détectée, donc il faut forcément, et c'est imposé par la réglementation européenne, surveiller en parallèle de la mise en place de cette vaccination, et pour rassurer les partenaires commerciaux et aussi informer les consommateurs. Donc la stratégie vaccinale vis-à-vis de tous ces éléments-là, la France a décidé de mettre en place une vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène dès le mois d'octobre 2023, qui a été obligatoire en France métropolitaine chez tous les canards en production, Mulard, Barbarie, Pékin, et vaccination volontaire pour les canards reproducteurs, avec l'utilisation de vaccins qui permettent de différencier les animaux vaccinés des animaux infectés, donc ce qu'on appelle une stratégie DIVA. Donc vous avez les différentes étapes qui avaient été données par la Direction générale de l'alimentation et le ministère de l'Agriculture jusqu'à arriver au mois d'octobre pour être prêt à la mise en place de la vaccination. Et vous voyez que le calendrier était très contraint quand même aussi, avec beaucoup d'étapes pour arriver à une mise en place au mois d'octobre. Et c'est ce qu'on va détailler avec Jocelyn sur les étapes qu'il a fallu mener. Vous voyez qu'il fallait en parallèle expertiser des solutions vaccinales qui répondaient aux exigences pour la mise en place de la vaccination, avec la mise en place pratique en élevage, comment on allait faire, qui allait être mobilisé, le coût, enfin voilà, beaucoup de questions pour arriver et avoir une stratégie de surveillance qui répondait aussi aux exigences de la réglementation. Donc on arrive ici justement à cette surveillance post-vaccinale qui avait été établie. Donc l'unité épidémiologique, c'est l'élevage. Et donc il y a une surveillance passive renforcée qui était de manière hebdomadaire. Comment elle est faite? Elle est faite sur des cadavres, des animaux morts, avec des prélèvements des couvillons sur 5 cadavres de manière par semaine, avec une analyse virologique pour déterminer si on a une circulation de virus influenza aviaire H5 ou H7. Autrement, on avait également obligation de faire une surveillance active, qui est faite, mandatée par le vétérinaire sanitaire, qui est faite toutes les 30 jours avec une analyse virologique et en fin de lot, une analyse sérologique pour vérifier l'absence d'infection par de virus influenza aviaire généraux. Et on va arriver sur le déploiement de la vaccination. Je laisse la parole à Jocelyn. Merci. Oui, le déploiement, je complète avec certains éléments techniques et pratiques sur le déploiement de cette stratégie vaccinale. Alors, il y a des événements
extraordinaires comme ça, qui n'arrivent probablement pas tous les 4 matins dans une carrière. Hein. Je parle d'une carrière d'éleveur, une carrière de technicien, une carrière de veto. Et forcément, la mise en place d'une stratégie de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène représente certainement un de ces événements exceptionnels. Et on l'a fait, comme tu le disais, Béatrice, dans un calendrier très contraint. Il y a un an, on devait être peut-être au 3e ou au 4e COPIL, piloté par Emmanuel Soubeyran et Karen Buchet, dont je veux aussi ici signaler la qualité de l'accompagnement qu'on a eu de la part de la DGAL sur ce projet-là. Et c'était pas forcément gagné qu'on puisse si rapidement, même si on est toujours tous pressés, mettre en place quelque chose d'aussi énorme. Et aujourd'hui, se dire que on est quand même face à ce que je qualifierais quand même d'une belle réussite. Alors on reste vigilant, prudent, hein. On sait que la biologie peut nous réserver des surprises là-dessus, mais en tout cas, ce sur quoi on peut s'entendre aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une mobilisation extrêmement efficace et très réussie. Cette mobilisation s'appuyant sur différents axes, une planification, hein, il faut réussir à faire marcher ces filières avec toute leur diversité sur l'application de cette vaccination obligatoire pour tous les canards commerciaux, impliquer les reproducteurs également, l'application du vaccin, comment on déroule ça sur le terrain, la supervision et la surveillance dont Béatrice a déjà parlé, et puis le côté financement, parce que c'est le nerf de la guerre et que, mine de rien, c'était un aspect aussi majeur de réussite et toujours une discussion aujourd'hui. Sur la partie planification, la réglementation européenne a mis le vétérinaire sanitaire au centre du dispositif. On assume cette disposition et cette mission-là. Ça fait une petite centaine de vétos qui sont concernés sur l'ensemble du territoire. Et donc, bien sûr, on n'arriverait à rien faire sans une étroite collaboration avec les organisations de production, les filières, les éleveurs, pour pouvoir réussir à mettre en musique cette stratégie qui concerne l'évaluation qu'on avait faite tous ensemble. C'était entre 61 et 64 millions de canards, selon la part des reproducteurs aussi qu'on incluait dans le nombre d'animaux à vacciner. C'est surtout un nombre d'exploitations et de lots à gérer assez vertigineux. 2600 exploitations, c'est l'évaluation qui avait été faite au début. On sait, avec tout le retard qu'on peut avoir dans la traçabilité de la surveillance, c'est que le mois dernier, il y a 1400 exploitations qui ont eu une surveillance active, donc il y avait des canards vaccinés aux âges où ils devaient être surveillés. Donc c'est pas mal de fermes à aller visiter. Et 12 500 lots sur un protocole, on y reviendra tout à l'heure, d'au moins 2 vaccinations, donc 25 000 vaccinations à superviser. L'application en elle-même, elle repose sur différents éléments. La logistique d'abord, logistique depuis le gros Serviphar, qui est le grossiste-répartiteur choisi par appel d'offres par l'administration, et les cabinets vétos, puis des cabinets vétos vers les élevages ou les couvoirs, avec un maintien de la chaîne du froid, bien entendu. Donc oui, gros enjeu de ce côté-là. Enjeu des protocoles vaccinaux. Donc les ATU, autorisation temporaire d'utilisation des vaccins, des 2 vaccins qui avaient passé le cap à la fois de la validation administrative et puis aussi des essais qui avaient été conduits sur le canard mulard, prévoit 2 injections pour la primo-vaccination. Des injections qui, dans les premiers stades des protocoles, en ce qui concerne le mulard et le barbarie, étaient sur une première intervention à 10 jours et un rappel avec 18 jours d'écart. On avait dans le même temps le Pékin qui pouvait dès le départ être vacciné au couvoir. Et puis, on a eu d'abord une adaptation à faire avec les prophylaxies qui existent déjà. C'est-à-dire que nos canards, ils étaient déjà vaccinés contre d'autres choses, ils avaient déjà d'autres injections. Oui, j'ai oublié de dire que évidemment, ce sont des vaccins inactivés qui s'administrent uniquement par injection individuelle. Ils avaient déjà d'autres injections dans leur protocole et il a fallu qu'on adapte ces protocoles pour essayer d'optimiser au maximum à la fois la biosécurité des flux de personnes dans les élevages et puis peut-être surtout la disponibilité en bras pour pouvoir le faire.
Et on a eu aussi des nouvelles étapes d'expérimentation qui ont été conduites par l'ANSES et le NVT pour pouvoir vraiment mesurer concrètement la persistance notamment de la protection, et certaines adaptations qui ont dû être faites et qui se sont concrétisées sur une période entre décembre et puis le 15 mars, sur une 3e vaccination sur les mulards dans certaines zones de très très forte densité, afin de vraiment l'espoir c'était de prolonger jusqu'à la fin du cycle de production au mieux la protection des animaux. Cette vaccination, elle est faite par délégation, soit à l'éleveur et ses salariés qui ont le droit de vacciner les animaux de leur élevage sous supervision vétérinaire, soit à des entreprises spécialisées qui ont dû faire former par les vétos sur un module SNGTV leurs équipes formées à la biosécurité, à ce que c'est que l'influenza, la protection animale, l'administration, les particularités de l'administration de ces vaccins, et puis bien sûr la traçabilité, puisqu'on a besoin, j'y reviendrai rapidement tout à l'heure, de leur compte-rendu pour la supervision du vaccin. Le couvoir est dès le départ apparu comme une possibilité de participer à cette administration du vaccin, notamment sur le Pékin, pour lequel c'était possible avec le premier vaccin retenu. Et il y a des travaux importants qui sont conduits par les acteurs du SNA, du Syndicat national des accouveurs, pour essayer d'étudier d'abord et de voir toutes les possibilités qui pourront s'offrir aux filières de faire éventuellement une de ces administrations au couvoir. Si le film veut marcher... Eh ben, il ne s'est pas mis dans le bon sens. Il me fait des blagues toujours. Bon, juste pour vous montrer que là, un exemple d'injection individuelle, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Hein, sur des canetons mulards de 10 jours environ. Et pour vous dire qu'on a avec des équipes spécialisées des cadences de très bonne application qui peuvent aller, on peut tenir 1200, 1500 canetons à l'heure et par vaccinateur. J'avance rapidement sur la supervision et la surveillance. On en a déjà parlé là. La supervision, elle est très importante dans le sens où chacune des vaccinations, donc des potentiellement 25 000 interventions, est supervisée par un veto sanitaire, au minimum au travers de l'analyse d'un compte-rendu fait par les personnes qui ont administré le vaccin, l'éleveur ou les équipes spécialisées, parfois aussi au travers d'un certain nombre d'audits qu'on a programmés pour chaque nouvelle équipe, chaque nouvel éleveur. C'était obligatoire pour leur première vaccination, chaque fois qu'on avait des non-conformités qui étaient identifiées. Et on va compléter ces informations qui sont essentielles pour qualifier la qualité de la vaccination, avec aussi parfois des sérologies, j'y reviendrai tout à l'heure, sur nos ELISA H5. On a également, ça peut vous paraître un peu caustique, mais un système obligatoire de récupération des flacons de vaccins partiellement entamés et une évaluation du nombre de doses restantes afin d'approcher au mieux le rapport entre nombre de canards vaccinés et nombre de doses utilisées. Tout ça étant enregistré, certifié dans un système informatique qui s'appelle Calypso, qui avait été développé pour d'autres raisons pour le compte de l'Ordre national des vétérinaires, et sur lesquels on va, nous, enregistrer les différentes opérations. Enfin, on a la partie surveillance passive réalisée par l'éleveur. Béatrice en a parlé. Surveillance active réalisée par les vétérinaires tous les mois, 60 écouvillons oropharyngés et une sérologie pour vérifier en fin de parcours si on n'est pas passé à côté de quelque chose. Là-dessus aussi, on voit, et on ne va pas se le cacher, on a encore des insuffisances dans l'observance, la réalisation ou même l'enregistrement tout simplement de ces opérations-là. C'est tellement énorme. Et donc, on a des évolutions des pratiques qui sont encadrées au fur et à mesure. Je finis rapidement sur cette partie-là, sur la partie financière. Tout ça est réévalué au fur et à mesure du temps. C'est beaucoup de sous, vous vous en rendez compte. 105 millions d'euros, c'est la dernière évaluation de l'assiette globale qui avait été faite, avec un partage à organiser de la prise en charge à 85% par l'État et à 15% par les filières, avec des choses qui sont
clairement ciblés sur un financement direct de l'État, notamment les interventions vétérinaires, les analyses de surveillance active, l'achat du vaccin, bien entendu, et puis des choses qui sont à la charge des filières, des éleveurs sur la surveillance passive renforcée et une partie de l'administration. Et puis il y a un élément un peu entre deux, qui est d'ailleurs un élément pas le plus facile à organiser, sur un complément forfaitaire de prise en charge d'une partie de la pose. Se pose aussi la question, j'en ai très peu parlé jusqu'à présent, mais des élevages de reproducteurs de canards qui sont rentrés volontairement dans cette démarche pour participer à l'immunité collective et qui engagent des frais conséquents pour vacciner les canards, parce que là on ne parle pas de 2 administrations, mais 4, 5, 6 peut-être sur des lots, y compris des lots en ponte, avec des conséquences significatives là-dessus. Ce qui nous amène à un premier bilan de la campagne. Alors on a normalement toutes les semaines un bilan de savoir où est-ce qu'on en est arrivé. C'est un peu plus espacé que ça, mais donc là le bilan que je vous présente est un bilan à début mars. Il a évolué un petit peu, on en a parlé au comité de pilotage, dernier comité de pilotage en date hier. En termes de géographie, c'est une nouvelle illustration de la très grande concentration de nos élevages de volailles et là, en l'occurrence, de nos élevages de canards, puisque le top 3 des départements représente 40% du nombre de canards vaccinés. Donc avec la Vendée qui fait 20% à elle toute seule, avec une forte concentration à la fois de barbarie et de mulards et de reproducteurs. Le département voisin du Maine-et-Loire, 11%, et puis les Landes, 9% sur les canards administrés. Vous voyez qu'on a ce système de suivi régulier, première, deuxième dose. Et si on le remet ça sous forme si on répartit en fonction des espèces, on a quelque chose d'équilibré et d'à peu près dans les clous par rapport à ce qu'on avait provisionné, je vais le dire comme ça, puisque au 4 mars, on avait presque 10 millions de canards de barbarie qui avaient eu leur première dose, 8 millions leur deuxième, un peu plus de 10 millions en mulards, un peu plus de 8 millions leur deuxième, et puis les Pékins, 1,5 million en première dose, 1,1 million, et puis c'est 800 000, donc aujourd'hui c'est réévalué, on est à 1 million de troisième dose, c'est les canards qui ont eu les canards mulards concernés spécifiquement par cette troisième injection. Donc 44 millions d'injections, c'est le calcul qu'on avait fait fin de semaine dernière, valeur copile d'hier, ça serait 44 millions, donc vous voyez, on avance vite avec un certain... On se cale aussi par rapport à l'évolution de la production et évolution de la production qui a bien sûr tout un tas de facteurs qui vont venir intervenir dessus, mais y compris, et c'est un élément très important, cette vaccination en elle-même peut être un facteur influençant sur la production, notamment par les coûts que ça peut représenter et le reste à charge pour la filière et les conséquences que ça peut avoir également sur l'export. La supervision nous a permis de mettre en avant un certain nombre de non-conformités majeures. Donc on s'attache à aller explorer sur le terrain régulièrement. Les principales non-conformités qu'on a pu relever à ce jour concernent les températures de stockage du vaccin, c'est un grand classique, ça peut arriver, mais surtout température du vaccin remis en utilisation et pour limiter au maximum les chocs sur les animaux, avec un objectif de 25 à 28 degrés à cœur de flacon. Le site d'injection aussi, qui dans ce cas-là doit être une sous-cutanée stricte entre les épaules, et on a vu des choses plus ou moins exotiques et surtout plus ou moins dangereuses, parce que on peut avoir des injections quand on va taper dans le muscle avec ce type de vaccin, éventuellement des conséquences significatives sur la santé, le bien-être de l'animal et sur la qualité des produits à suivre derrière. La dose enfin, puisque 0,5 millilitres, on s'est rendu compte qu'il fallait un grand professionnalisme pour réussir à tenir ça. C'est sur cette base-là qu'on fonde notre suivi, notre supervision de la vaccination. Et comme je commençais à vous le dire rapidement tout à l'heure, on a aussi besoin d'avoir une photographie qui nous donne une orientation, une explication un petit peu de ce qui se passe. Alors là, on est vraiment au début. Donc,
je remercie le laboratoire ESALab Ouest qui nous a fourni ces informations préliminaires qu'il ne faut surtout pas prendre comme une photographie générale de la vaccination de ce côté-là, mais les premiers éléments qu'on a pour pouvoir compléter la qualification de cette vaccination chez des espèces, il faut le reconnaître, on le sait depuis longtemps, les canards qui ne sont pas les plus sympas à suivre en termes de prise vaccinale. Et eh bien, on est au stade d'accumuler un maximum de données pour qualifier, maintenant que les outils sont disponibles, on n'avait pas les outils sérologiques performants là-dessus, quels sont les bons indicateurs en termes de titre moyen, coefficient de variation éventuellement, et nombre de sujets positifs. Et là, vous avez d'un côté des barbaries, de l'autre côté des mulards, et vous voyez à ce stade, sur une première photographie, l'excellente diversité des choses qu'on peut remarquer. On ne va pas se faire peur aujourd'hui. Par contre, c'est un indicateur supplémentaire qui va nous aider à accompagner les éleveurs, les équipes, les filières à optimiser la vaccination, puisque bien sûr, le vaccin ne fonctionne que s'il est mis dans le canard. Je te laisse reprendre là. Alors c'est justement, Jocelyn l'évoquait, c'est qu'il faut aussi avoir les outils en termes de méthode pour avoir une idée de cette couverture vaccinale, de la circulation, d'évaluer la circulation des virus influenza aviaire. Donc on l'a évoqué avec les sérologies H5, donc avec un travail qui est toujours en cours et qui devrait être terminé pour la prochaine campagne de vaccination, pour avoir des outils au moins pour évaluer d'abord la couverture vaccinale et à plus long terme, si on y arrive, d'avoir même des seuils qui pourraient permettre de dire là on est à un seuil de protection. Quand on atteint ce seuil-là, avec telle ou telle méthode, on arrivera à se dire là le lot est bien protégé. Donc ça c'est un objectif là à plus long terme. Donc il y a eu justement un travail qui avait été fait en amont avant la première campagne de vaccination au mois d'octobre. C'était d'avoir justement des outils pour faire la sérologie en ELISA visant la nucléoprotéine des virus influenza aviaire, permettant de savoir si oui ou non on avait une infection et qui permettait de répondre à ce qui était demandé, d'envisager une stratégie d'IVA, de différencier des animaux qui étaient vaccinés avec des animaux juste infectés. Et donc là, c'est le travail qui avait été effectué et permettait de dire que oui, c'est les ELISA, en tout cas des kits commerciaux, étaient appropriés pour envisager cette stratégie d'IVA. Donc là, on revient juste à faire un petit bilan justement de la situation actuelle. Et qu'est-ce qu'il en est justement? A-t-on eu des infections chez des élevages canards infectés? Donc actuellement, on a 10 foyers qui ont été recensés en élevage. Et sur ces 10 foyers en France, avec un influenza aviaire hautement pathogène, il y en a 3 qui étaient en élevage de canards et seulement 2 foyers qui étaient avec des canards vaccinés. Donc, en réalité, ces 2 foyers, si on parle en termes épidémiologiques, étaient une seule unité, puisque c'était le même propriétaire avec du personnel qui était partagé entre les deux foyers, même si ce n'était pas sur les mêmes communes. Donc, en termes d'unité épidémiologique, on peut dire que c'était un seul foyer presque. Donc, si on revient au premier foyer qui était en Vendée, c'était des animaux âgés de 70 jours lors de l'affection qui a été constatée. En fait, on a pu voir qu'avec des expérimentations précédentes chez le mulard et avec le suivi en sérologie qui avait été mené par l'école vétérinaire de Toulouse, on constatait quand même qu'il y avait une baisse de l'immunité après vaccination à partir de 10 semaines et qu'on avait une moins bonne limitation de la diffusion, en tout cas de l'excrétion, à partir de 10 semaines d'âge. Et donc, cette baisse d'immunité, en fait, une absence de contrôle de la transmission, justement, chez ces animaux vaccinés challengés, en fait, correspondent finalement, si on a regardé en sérologie le statut de ces animaux de 70 jours qui ont été infectés, on avait pu constater qu'en effet, il y avait une baisse de l'immunité avec une hétérogénéité aussi dans
dans la réponse sérologique, qui était tout à fait cohérente avec ce qu'on avait au moins en termes de preuves vis-à-vis et qui expliquait cette infection, justement, malgré la mise en place de la vaccination. C'était qu'on était beaucoup plus tard, à 10 semaines d'âge, par rapport à la dernière injection du vaccin. Donc le deuxième foyer, en fait, l'hypothèse majeure, là, c'est qu'il n'y avait pas un schéma complet, comme indiqué par Jocelyn. Il faut 2 injections, en tout cas. Et donc là, les animaux étaient jeunes et n'avaient reçu qu'une injection, et donc avec un protocole partiel, et donc avec une protection partielle également, avec une seule injection de vaccin. Si on revient en conclusion, on va même pouvoir partager. C'est des éléments tangibles, en tout cas, d'une stratégie vaccinale. Et on peut se féliciter quand même de la mise en place, avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses à mettre en place en parallèle, et de cette stratégie vaccinale contre l'influenza aviaire. On voit que la situation épidémiologique en Europe, en tout cas, est plus favorable, mais on peut faire le constat quand même dans d'autres pays européens qui n'ont pas opté pour une stratégie vaccinale, où le nombre de cas en élevage est beaucoup plus important que ce qu'on constate en France. C'est peut-être les conditions favorables d'une situation épidémiologique favorable, la mise en place de la vaccination, qui fait qu'actuellement, on a un très bon constat, en tout cas en France, et surtout, on peut quand même se féliciter de la mise en place de cette vaccination pour maîtriser justement la diffusion de l'influenza aviaire hautement pathogène. Donc je te laisse aussi pour la suite. On en avait certainement besoin. On a un modèle d'élevage qui est vraiment particulier et qui fait qu'on est très riche et on en est très content et on tient à le préserver, qui fait qu'on était rarement les premiers touchés en Europe quand il y avait de l'influenza aviaire. Par contre, on finissait toujours premier sur le podium avec un nombre catastrophique de cas et d'animaux dépeuplés, et que si on était les premiers à avoir besoin peut-être de mettre en place cette stratégie vaccinale en complément de ce qu'on faisait déjà, on était très scruté également, et on est toujours très scruté. Et je pense qu'aujourd'hui, on a fait la démonstration de quelque chose qui peut fonctionner. On a posé aussi les bases d'un standard de surveillance. Alors, c'est lourd, c'est cher, mais c'est exigeant et ça donne une réelle sécurité sur ce qu'on applique aujourd'hui. On voulait ouvrir aussi en disant que ça a été annoncé au COPIL hier, il va y avoir une annonce officielle dans la semaine. Les résultats du nouvel appel d'offres vont tomber. On va certainement avoir d'autres possibilités, d'autres options en termes de vaccins, d'autres types de vaccins à gérer, d'autres voies d'administration, d'autres protocoles et d'autres âges de vaccination. Et donc on est prêt à pouvoir organiser tout ça, même si on sait qu'on va rajouter éventuellement un niveau de complexité. C'est aussi une sécurisation pour l'avenir de notre programme vaccinal, toujours dans un cadre très large, incluant, comme on le mettait là, également la biosécurité, bien entendu. Et puis en conclusion, la partie One Health, un grand mot comme ça, mais on voit ce que présentait Béatrice avec la circulation des virus, y compris dans des populations de mammifères, que ce qu'on a vécu, c'était pas facile, mais ça peut toujours être pire, notamment si un jour la santé humaine est mise en danger là-dedans. On échappe à ça aujourd'hui, et on pense que le fait d'inclure une stratégie vaccinale dans notre stratégie d'éradication est un plus aussi dans ce cadre-là. Merci à vous. Merci. Merci Béatrice et Jocelyn. Si vous voulez venir là pour répondre aux questions. Donc, pour ceux qui veulent approfondir le sujet de la vaccination, il y a un retour d'expérience, il y a un webinaire qui est organisé mercredi prochain. Donc c'est un webinaire. Les infos sont là-haut. Il y a un kakémono qui explique tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, j'ai une question. Merci pour cette présentation. Je suis ravie qu'enfin on trouve qu'il y a un intérêt à faire une stratégie vaccinale.
Ce n'était pas du tout le même discours il y a 2 ans, donc je me félicite de cette évolution. Ma question concerne les résultats, ou est-ce que vous avez des informations sur les tests réalisés aux Pays-Bas sur la vaccination des poulets et en Italie sur la vaccination des dindes? Alors oui. Alors il y a plusieurs groupes de travail qui existent et avec des échanges au niveau avec les collègues qui font aussi des expérimentations sur poulet de chair, sur poules pondeuses, dinde, oie aussi. En Allemagne, ils sont en train d'en faire une. Donc les constats, c'est que là, au moins en Gallus et dinde aussi, il y a d'autres vaccins qu'on ne peut pas utiliser, notamment tout ce qui est HVT, qui ne sont pas utilisés chez le canard et qui offrent aussi une autre diversité en termes de vaccins potentiels, avec des résultats qui sont disponibles, qui sont prometteurs en termes de réduction de charge virale, au moins chez poulet de chair, poule pondeuse aussi, dinde aussi. Ce qu'ils ont constaté aussi là c'était les Italiens en dinde, c'est la même chose que ce qu'on constate chez le canard, c'est qu'on a une baisse d'immunité qui intervient aussi dès qu'on s'éloigne quand même de la dernière injection. Donc tout l'enjeu est d'avoir pour des animaux qui soient protégés tout le long du cycle de production, et donc d'augmenter justement avec et c'est ce que évoquait Jocelyn en conclusion, d'essayer de faire des protocoles différents, des injections à différents âges, pour essayer d'optimiser la durée de protection et de l'immunité chez les différentes espèces et avec différents vaccins. Merci. Et quand j'en avais discuté avec mon collègue hollandais, il m'avait dit que la principale observation qu'ils essayaient d'organiser en Europe, c'était l'impact sur l'exportation des produits avicoles des pays qui étaient en test de vaccination. Donc, quel est cet impact ? Il est significatif, je pense que Jean-Michel pourra compléter si tu le souhaites. On a des pays et des pays importants en volume et en valeur, et quelles que soient les filières, les produits de nos filières, les produits, je veux dire, de consommation, mais aussi les produits de la génétique, qui sont des portes qui se sont fermées là-dessus, et énormément de travail conduit à la fois par l'administration et les filières pour apporter des éléments de réassurance de ce côté-là. Donc ça, je pense, fonctionnait avec pas mal d'interlocuteurs, mais il y a des gros pays. On parle du Japon, on parle des États-Unis, on parle du Canada, on parle de l'Angleterre récemment, qui ferment leurs frontières à tout ou partie, parce que ça peut aller au-delà du canard, des fois. Et donc avec forcément des conséquences économiques importantes, et ce qui nous oblige, si je regarde ça que petite lunette du terrain, à aussi être irréprochable sur tous nos engagements en termes à la fois d'administration, de supervision et de surveillance. Oui, il faut rappeler aussi qu'en mai 2023, on avait un colloque organisé à l'IABS pour regarder justement international sur la vaccination. Est-ce que c'était une voie ? Alors il y avait plein de pays européens qui étaient très enthousiastes, et au final, il n'y a que la France qui y est allée, avec en effet ces enjeux en termes pour l'export notamment, avec des enjeux économiques importants également. Je veux juste rajouter un point. Si on revient jour pour jour, une année en arrière, on était en fait en plein travail organisationnel sur le sujet, avec quand même encore beaucoup de choses à valider. Donc on voit quand même qu'il y a un sacré bout de chemin qui a été construit ensemble. Donc moi, je voulais quand même remercier tous les partenaires de la filière, tous les maillons qui se sont impliqués. Remercier également le ministère qui nous a soutenus financièrement quand même sur la démarche. Et pour rejoindre la question qui a été posée, c'est qu'en fait, il y a un double travail qui a été mené, celui d'organiser techniquement les choses avec tous les partenaires. Et on a également fait tout un travail pour tenter de réassurer tous les pays avec lesquels on fait du commerce. Donc là, il y a un gros travail aussi qui a été mené avec la DGL et Emmanuel Soubéran notamment, main dans la main avec nos entreprises, parce que c'est le seul moyen pour que ça marche. Ce qui était aussi un peu une méthode nouvelle pour nos pouvoirs publics français. Mais bon, on a quand même réussi à limiter
la casse, je dirais, sur le sujet. Il y en a eu un peu, mais ça aurait pu être bien pire. On a également mobilisé le ministère du Commerce extérieur, hein, parce qu'il y a le réseau des ambassades. Donc on a essayé de faire quelque chose de... Voilà, où main dans la main, on arrive quand même à avancer. Bon, maintenant, on est 1 an après. Bon, globalement, quand même, c'est un succès. Ça a plutôt bien fonctionné. Au niveau européen, on est quand même regardé avec beaucoup d'intérêt par beaucoup de pays de l'Union européenne. Je ne veux pas dire qu'on est un exemple, mais voilà, ils nous regardent quand même avec un œil de se dire waouh, ils ont quand même réussi à faire ça, quoi, en évitant un peu la cata commerciale. Et là, on est sous présidence belge de l'Union européenne, donc ils ont pris l'initiative en début d'année d'organiser quand même un événement important autour de l'influenza aviaire, de la vaccination, avec quand même des personnes clés du monde entier, de l'Union européenne qui étaient présents. Et je remercie Louis que je vois là, qui a participé au titre de la filière française, hein, pour témoigner, échanger. Et bon, c'est également des moments importants pour essayer de convaincre les autres pays, pour les rassurer aussi sur ce qui est fait et pour essayer aussi à ce qu'ils s'y engagent pour pas être toujours tout seul comme on l'est actuellement sur ce sujet-là, quoi. Une question là-haut. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bonjour, très bien qu'on soit allé sur la vaccination. Et juste pour aller un peu plus loin sur vos dernières interventions, est-ce qu'il y a des pays européens qui commencent à imaginer une vaccination? Je suis là. À imaginer une vaccination, est-ce que certains pays sont prêts à le décider? Des échanges que vous avez, soit Béatrice, Jocelyn ou Jean-Michel, enfin, qu'est-ce que vous en savez? Alors, je sais qu'il y a des études expérimentales, hein, qu'ils y réfléchissent, mais de là à savoir s'ils vont y aller ou pas, pas plus d'informations que ça. Il y a forcément, je crois finalement, ils attendent aussi les bilans que la France va faire après la première campagne de vaccination, le bilan officiel. Et peut-être qu'avec un bilan positif, enfin voilà, que ça pourra inciter, mais de savoir s'ils y vont actuellement ou pas, de mon côté, pas plus d'informations, à part des essais qui sont en cours pour évaluer différents types de vaccins. Et on peut souligner quand même qu'il y a au niveau de l'EFSA une saisine sur la stratégie vaccinale, alors préventive, comme en urgence aussi, et la surveillance, est-ce qu'elle peut évoluer, puisque là on est parti sur ce qui avait été qui est dans l'acte délégué de 2023, mais on peut envisager que justement il y aurait des propositions d'évolution de surveillance qui pourraient être moins lourdes, parce que financièrement cette surveillance a un coût également. Donc il va y avoir aussi dans l'année, hein, sûrement, des évolutions possibles au niveau européen, je pense, et qui pourront se concrétiser ensuite dans chaque État membre pour réviser les stratégies vaccinales dans chaque État, potentiellement. Pas mieux, on est très questionné, mais je n'ai pas connaissance de plan formalisé dans un autre pays à ce stade. Juste, oui, pour préciser sur ce point, au cours de cette réunion où tous les CVO européens étaient réunis en marge de l'anniversaire de l'OMSA, le CVO néerlandais précisait effectivement qu'il y avait une volonté d'enclencher, à la suite des essais terrain qui sont en cours en ce moment, d'enclencher une volonté de vaccination en 2025 sur les pondeuses. Donc voilà, c'est reste pour le moment juste dit, à voir comment ça va évoluer. Je voulais juste préciser, pour tout à l'heure, on a parlé d'exportation, effectivement, on s'en sort pas mal, c'est vrai. Faut juste savoir qu'on est le seul pays au monde à exporter de la génétique aviaire, à enclencher la vaccination, le seul. Il n'y a pas un autre pays qui ait osé enclencher pour des raisons de risques commerciaux qu'on vit en ce moment avec les États-Unis, le Canada et d'autres pays qui sont en train de regarder. La Thaïlande est en train de nous faire des gros yeux en ce moment parce qu'elle exporte beaucoup sur d'autres pays, et si ces pays bloquent, elle est en train de bloquer la génétique aviaire pour éviter que les pays bloquent eux-mêmes sur leurs exportations. Donc ça va très loin dans la démarche.
Donc il faut être très attentif à ça et ne pas relâcher la pression qu'on est en train de mettre et qui fonctionne relativement bien. J'avais une question quand même par rapport, alors plus technique, là, on nous a bien précisé, Jocelyn, tu nous as dit qu'effectivement un deuxième vaccin allait arriver. Et par expérience terrain, on sait que quand on croise des vaccins, on a souvent une bien meilleure immunité. Donc c'est une question que je voulais poser. Est-ce qu'il y a des essais qui sont en cours là-dessus et est-ce qu'on aura des réponses par rapport à ces utilisations croisées de vaccins? Ce que je peux dire, puis je te repasse la parole après, Beth. Pour moi, oui, il y a des essais qui ont eu lieu, ou qui sont en cours et qui sont prévus. Certainement qu'avec la même vision que ce que tu dis de l'intérêt de pouvoir croiser des vaccins. Dans l'état actuel des choses, je pense aussi qu'on a profité, et ils ont fait leur boulot super comme il faut, mais de manière hyper rapide. Il y a une autre agence, c'est l'agence du médicament, qui nous a débloqué quand même des autorisations temporaires d'utilisation très évolutives et très rapides, et donc on en a bien profité de ce côté-là. Et ce qui semble, c'est ce qui apparaît dans l'état actuel des choses, c'est que de toute façon, la primo-vaccination, qui est 2 administrations, à ce stade, c'est bien 2 administrations avec le même vaccin. On a la possibilité, puisqu'on est en dehors de l'ATU, sur des programmes élargis, et notamment sur des reproducteurs, on a déjà utilisé la possibilité, au-delà de cette primo-vaccination, donc sur une 3e injection, une 4e, de croiser les vaccins. Et bon, difficile à mesurer à ce stade, mais ça paraît prometteur. Mais à l'intérieur de la primo-vaccination, je ne sais pas ce qui sera possible de faire. Alors là, on parle de deux pas de temps. Il y a le pas de temps qui est actuellement ce qu'on peut faire sur le terrain en élevage. Donc c'est ce que Jocelyn vient d'indiquer. Et il y a aussi ce qu'on peut faire en termes de prospective au niveau scientifique. Donc au niveau scientifique, oui, on travaille justement avec l'école vétérinaire de Toulouse pour... donc il y avait déjà eu des choses qui avaient été faites sur le terrain pour regarder des protocoles mixtes, de regarder déjà ce que ça donnait en séroconversion. On va continuer parce que c'est intéressant aussi. C'est un peu il y a d'autres choses aussi, mais pour regarder d'autres protocoles en termes d'âge d'injection, des différents programmes d'utilisation de vaccins, pour vérifier si on améliore justement cette immunité, la durée d'immunité, et avec aussi un challenge infectieux qui sera fait pour vérifier que alors d'abord une phase sur terrain ou comme ce qu'on a fait sur les essais expérimentaux précédents, qui nous ont donné sur un pas de temps, on va dire scientifique, qui nous donne des raisons d'espérer de pouvoir continuer dans cette voie-là. Donc ça, au niveau scientifique, on va le continuer. Et justement, si ça donne des résultats intéressants, ça pourra donner des pistes intéressantes pour faire évoluer après des choses sur ce qui est faisable en élevage. Donc je séparais en deux pas de temps. Et en fait, les choses vont en parallèle. Hein. Il y a beaucoup de dossiers comme ça pour cette mise en place de la vaccination qui ont été faites en parallèle et donc des évolutions avec des instructions techniques qui changent peut-être un peu souvent, mais qui permettent justement de s'adapter au mieux et pour améliorer cette vaccination. Merci à vous.